Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Le 25 avril 1984, disparaissait à 92 ans celle qui fut la dernière femme de chambre de Marcel Proust, Céleste Albaret. Durant 10 ans, elle avait accompagné, jusqu'à sa mort en 1922, le quotidien du grand écrivain français. Fidèle à celui qu'elle a pu parfois considérer comme son enfant, elle a refusé, durant des décennies, d'évoquer ses souvenirs avec lui. Puis, parvenue à l'âge de 80 ans, excédée par les ragots qui, depuis sa mort, entachaient l'auteur de La Recherche du temps perdu, elle s'est résolue à écrire ses mémoires. C'est ainsi que paraît, en 1973, son ouvrage intitulé « Monsieur Proust ». Dans ce livre, elle entreprend de montrer le Marcel Proust qu'elle a connu et de faire taire certains commérages. Comment apparaît dans son témoignage celui qui est devenu au fil des ans l'exemple type de l'écrivain dévoré par son œuvre? Qui était-il vraiment? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode en 2 parties. Première partie, journal d'un reclus. À demi allongé sur son lit, Marcel Proust, la tête penchée sur sa main, regarde Céleste, sa femme de chambre, d'un air amusé. Dans cette pose, il est tel qu'on le voit sur son portrait photographique le plus connu. Visage d'une grande pâleur, moustache généreuse, regard pensif, sinon langoureux. En ce mois de septembre 1914, première année de la guerre engagée contre l'Allemagne, l'écrivain a 43 ans. Son chauffeur, Odilon Albaret, vient de se marier avec une certaine Céleste. Proust lui a demandé si elle aussi accepterait d'entrer à son service comme femme de chambre. Monsieur Proust, comme l'appellent ses domestiques, est connu pour sa gentillesse, qui n'a d'égal que son exigence. Être son chauffeur demande une disponibilité de chaque instant, mais en retour, quelle prévenance! Le jour de son mariage, Odilon, juste avant d'entrer dans l'église avec sa fiancée, reçoit de lui un télégramme de Paris. Toutes mes félicitations. Je ne vous écris pas plus longuement parce que j'ai pris la grippe et suis fatigué, mais je fais des vœux de tout mon cœur pour votre bonheur et celui des vôtres. Lorsqu'elle entre à son service, fin 1913, Céleste Albaret ne connaît rien de M. Proust, son nouvel employeur. Par son mari, elle sait qu'il est d'une famille de la haute noblesse de la région de Chartres. La première fois qu'elle le découvre, elle tombe aussitôt sous le charme. Je vois ce grand seigneur qui entre. Il faisait très jeune, mince, mais pas maigre, avec une très jolie peau et des dents extrêmement blanches, et aussi cette petite mèche sur le front que je devais toujours lui voir et qui se faisait toute seule. Et puis, cette élégance magnifique, et cette façon curieuse, cette espèce de retenue que j'ai remarquée ensuite chez beaucoup d'asthmatiques, comme pour économiser leur force et leur souffle. Proust est de taille moyenne, dans les 1,72 m selon Céleste, qui de prime abord le jauge d'après sa taille à elle. À cette époque, Proust n'a encore rien publié de La Recherche du temps perdu, son chef-d'œuvre. Quelques romans sont parus de lui, Les plaisirs et les jours, et Jean Santeuil. S'ils ne sont pas tout à fait passés inaperçus, leur auteur a tout au mieux confirmé son image de dandy mondain, préoccupé d'une littérature jugée simplement décorative. Il est sans doute un peu connu de la haute bourgeoisie dont il est issu lui-même. Mais pour le grand public, il n'existe pas. Les éditeurs n'ont même pas jugé utile de jeter un œil sur le manuscrit qu'il leur a envoyé, un manuscrit intitulé « Du côté de chez Swann ». Il a donc dû le faire publier à compte d'auteur. Aussi, l'impression ressentie par sa nouvelle domestique prend-elle une valeur singulière. Elle a reconnu tout de suite, derrière la posture du bourgeois, la noblesse du cœur et de l'âme et ce qu'elle appelle le génie. Céleste Albaret est une jeune femme simple,
Née dans le fin fond de la Lozère, elle apprend vite à se débarrasser de ses manières de provinciale. Elle sait lire, elle sait écrire. Si son instruction s'est arrêtée à ses fondamentaux, elle est dotée d'une mémoire exceptionnelle qui va lui être d'une grande utilité. Marcel Proust, qui lui attribue la place occupée auparavant par 2 personnes à présent renvoyées, se rend d'abord compte qu'elle ne sait rien faire. Madame, je ne vous apprendrai rien si je vous dis que vous ne connaissez rien et que vous ne savez rien faire, je le sais. Vous ne savez même pas parler à la 3e personne. Mais rassurez-vous aussi, je ne vous demanderai rien, je me suffirai et je veillerai moi-même à mes affaires. Vous me ferez seulement mon essence de café, qui est le plus important. Ces mots paraissent un peu cruels, mais Céleste ne cesse d'insister dans ses mémoires sur l'extrême douceur qui les accompagne, tant par le ton de la voix que par le regard. Il s'y ajoute ce petit sourire, moitié tendre, moitié ironique, dont Proust ne se défait jamais quand on lui parle. C'est que derrière une sympathie affichée dès leur première rencontre, Marcel Proust va aussi deviner en Céleste une extraordinaire intelligence de la vie. Lui qui n'a jamais fréquenté que des gens apprêtés pour les salons, se trouve face à une personne sans fard, sans masque, sans détour. Lorsque la guerre commence, Céleste a appris l'essentiel de son métier de domestique. Elle a d'abord passé l'année à porter des exemplaires dédicacés du roman Du côté de chez Swann aux différentes connaissances de Proust. Les difficultés ont commencé quand il s'est agi de préparer le café. Ce simple geste est soumis à un rituel sévère, d'autant qu'il constitue la principale nourriture de Marcel Proust. Proust exige tout d'abord que ce café soit acheté dans la maison Corselet, rue de Lévis, dans le 17e arrondissement de Paris. C'est l'endroit où on le torréfie, c'est une assurance de fraîcheur. Les filtres doivent être aussi de marque Corselet. Qu'ils viennent à manquer, ce sera une catastrophe. Il n'est jusqu'au plateau d'argent assorti, qui lui aussi doit être de la maison Corselet. On bourrait le filtre de café moulu très fin, très serré, et pour obtenir l'essence que voulait M. Proust, l'eau devait passer lentement, longtemps, goutte à goutte, pendant qu'on maintenait le tout au bain-marie naturellement. Et il fallait la mesurer pour que cela donne 2 tasses, juste le contenu de la petite cafetière en argent, de façon qu'il y en ait un peu en réserve. C'est en regardant opérer les précédents domestiques que Céleste, consciencieusement, a répété les gestes presque sacrés qui permettent de satisfaire l'écrivain. Durant les 10 ans où elle sera à son service, elle n'oubliera jamais les rares fois où, reposant sur le plateau la tasse à laquelle il vient de porter les lèvres, l'écrivain, d'un air de dégoût, s'est exclamé « Qu'avez-vous fait à ce café? Il est infect !» Ce seul souvenir l'a fait trembler. À Paris, la guerre se fait sentir de plus en plus à mesure que passent les mois. Mais le danger que représentent d'éventuels bombardements n'est pour rien dans l'obstination de Marcel Proust à ne quasiment jamais quitter sa chambre. Depuis qu'il a décidé de se livrer tout entier à son œuvre, il vit en reclus. L'appartement qu'il occupe boulevard Haussmann a pris au fil des jours l'allure d'une forteresse, d'autant que l'écrivain souffre, depuis toujours, de violentes crises d'asthme qui exigent la tenue de règles d'hygiène drastiques. Bien sûr, Proust ne supporte pas la poussière, mais toute odeur lui est insupportable, notamment celle des parfums. La fragilité de ses nerfs est telle qu'il a fait calfeutrer sa chambre pour n'entendre aucun bruit. Les murs sont recouverts de liège, les volets sont fermés sur des doubles fenêtres et les épais rideaux tirés, si bien qu'on n'entend même pas le tramway passer dans la rue. Cette phobie du bruit ne le quitte pas quand chaque été il se rend en vacances à Cabourg. L'étage supérieur de la chambre d'hôtel qu'il occupe est aussi loué à son nom pour qu'il soit certain de n'entendre personne marcher. L'emploi du temps de Proust est invariable. Il écrit la nuit, se couche au lever du soleil. Réveillé sur les 4 heures de l'après-midi, il fait demander son café par le biais d'une sonnette reliée à la cuisine. Sur le plateau d'argent, il faut aussi poser un croissant et une bouteille d'évian ouverte. Céleste, durant 10 ans,
observe que jamais Proust ne toucha à cette bouteille. Et comme il est hors de question de la resservir le lendemain, elle doit chaque jour la jeter. La première fois qu'elle a assisté à une crise d'asthme, c'était au retour de Cabourg. C'est d'ailleurs la dernière fois que M. Proust passait ses vacances là-bas. L'hôtel était réquisitionné depuis septembre 1914 pour accueillir des blessés de guerre. De retour dans l'appartement du boulevard Haussmann, on s'aperçoit que le personnel chargé de nettoyer chaque chambre est en train de passer l'aspirateur. Catastrophe! Marcel Proust fait immédiatement congédier tout le monde. Puis il se jette sur son lit et demande à Céleste de procéder aux fumigations qui, seules, peuvent calmer ses accès d'étouffement. Je l'ai laissé. Je le revois au moment où je sortais. Il transpirait et continuait à suffoquer, plié en deux dans son lit sur la fumigation. J'étais terrifiée. J'ai attendu à la cuisine, sûre de ne pas le revoir vivant. Dans la cuisine, Céleste attend. Elle se souvient de ce premier jour où elle est entrée dans la chambre à coucher de Proust. Le nuage causé par les fumigations était tel qu'elle ne voyait de l'écrivain que ses deux yeux qui la scrutaient comme à travers le brouillard. Il lui a alors expliqué comment allumer la poudre censée le soulager. Il ne faut surtout pas craquer d'allumettes dans la chambre. L'odeur de soufre le ferait mourir. Il faut allumer un morceau de papier dans la cuisine, puis l'apporter et le poser sur la poudre. Ce jour-là, elle prend la mesure de cet univers singulier dans lequel elle va passer 10 ans. Logée dans une chambre isolée donnant sur la rue, elle peut jouir de la lumière du jour. Elle garde un lien avec le monde extérieur. Parfois, elle a un pincement au cœur en pensant au pré qui s'étendait devant la maison de son enfance en Lozère. Mais là, il n'est plus question ni de campagne, ni même de voir la lumière du jour. Lorsqu'elle est à la cuisine, elle est encore dans une espèce de sas où elle peut gagner l'extérieur. Mais la plupart du temps, elle attend là durant des heures, assise, les yeux perdus dans le vide. Elle ne s'ennuie pas, elle ne pense à rien. Elle attend le coup de sonnette qui va lui donner le signal pour apporter le café. Et la sonnette retentit enfin. La crise d'asthme a dû s'apaiser. Elle sort de la cuisine, entre dans le long couloir à peine éclairé. Le parquet sur le sol n'est jamais ciré à cause de l'odeur. Elle marche lentement pour éviter tout bruit de pas. Entrant dans une grande pièce remplie de mobilier en désordre, elle doit prendre un chemin particulier. Elle a appris, avec le temps, à se repérer dans ce labyrinthe. Lorsqu'elle parvient à la 5e porte, celle de Proust, elle frappe et entre. La fumée remplit tout. Proust, allongé sur le dos, la tête légèrement rehaussée, la regarde pensivement. Par terre, des dizaines de mouchoirs. Céleste a l'habitude d'en laisser une pile à côté du lit de l'écrivain, et Proust, lors de ses crises d'éternuement, ne se sert qu'une fois de chaque mouchoir. Une fois utilisé, il le jette au sol. Il s'est emporté une semaine avant parce que certains mouchoirs étaient d'un tissu trop épais. Il a pourtant ordonné à Céleste de ne les acheter qu'au bon marché. « Céleste, je vous ai dit que je ne pouvais pas utiliser ces mouchoirs. Je vous prie de bien vouloir comprendre que ce n'est ni une idée ni un caprice. Ils ne sont pas assez fins. Ils me causent une espèce de chatouillement aux narines qui me donne des éternuements. Et c'est très mauvais pour mon asthme. Donc ne me les donnez plus, s'il vous plaît. » Dans cette chambre, Céleste a le sentiment de se trouver dans un gigantesque bouchon. Ces murs immenses, cette pénombre, cette fumée. Elle se souvient d'une visite faite alors qu'elle était enfant dans le boyau d'une carrière. Elle éprouve exactement la même sensation. Proust a repris sa pose favorite, soutenant sa tête de sa main. Le voyant ainsi, Céleste sait qu'elle va devoir lui parler et l'écouter pendant des heures. Depuis presque 2 ans qu'elle est à son service, elle a appris à se taire. S'il faut parler, c'est que Proust l'a invitée à le faire.
En dehors de ces moments qui, d'ailleurs, peuvent se prolonger pendant les 3/4 de la nuit, Céleste doit rester à sa place. Elle a appris comment se présenter au téléphone. Elle sait comment appeler les ducs, duchesses, comtes et comtesses qu'elle doit contacter quand Proust le demande. Elle ne doit jamais outrepasser sa fonction quand elle est en leur présence. Une simple exclamation déplacée et c'est une sévère remontrance. Un jour, ayant fait tomber un objet, elle échappe un malencontreux « Zut !» Proust la reprend durement. « Céleste, vous vous oubliez. » Malgré la rudesse apparente de Proust, quels liens vont se tisser entre l'écrivain et sa femme de chambre? C'est ce que vous découvrirez dans la seconde partie de cet épisode. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Céleste Albaret dans la chambre de Marcel Proust au moment où l'écrivain se relève d'une terrible crise d'asthme. La jeune femme a vite compris l'attitude à tenir dans ces circonstances, rester debout, attendre. D'une manière plus générale, elle a observé une façon d'être qui a conquis ce reclus qui est devenu son maître, au point que ce dernier a fait d'elle sa seule domestique. Seconde partie, le bourgeois et la domestique. Tout ce protocole d'un autre âge disparaît pourtant lorsque Proust se fait apporter le courrier. Tous les jours, selon le même imparable rituel, Céleste apporte quantité de lettres en même temps que le café et le croissant. Proust commence par boire, il ne s'empare du petit tas d'enveloppes déposées à côté de lui que lorsqu'il a fini son petit déjeuner. Il prend son temps, avant de les décacheter d'un coup sec du doigt. Il les tourne et retourne, il veut savoir qui est l'expéditeur, comment l'adresse a été écrite, puis il en fait la lecture à Céleste. Durant ces moments, qui peuvent durer des heures, la domestique reste debout, à mi-chemin entre la porte et le lit. Pas question de s'asseoir. Mais elle ne ressent aucune fatigue, bien au contraire. Dans ces instants, elle a conscience de jouir du privilège insigne, de partager l'intimité de l'écrivain. Pour un temps, tel Cendrillon qui tend ses haillons pour revêtir une robe de bal, elle devient non seulement confidente, mais complice de Marcel Proust. Il lui demande son avis sur tout. Il lui livre ses impressions les plus secrètes sur telle ou telle personne. Depuis qu'il la connaît, elle a eu le don de le faire rire comme jamais. Elle l'étonne par ses traits d'esprit, au point qu'il arrive parfois à Proust de lui dire « Ah, cela c'est magnifique, Céleste, je le mettrai dans mon livre. » Durant ce bal magique, où un bourgeois et une domestique se livrent à un enivrant pas de deux, celui qu'on ne croyait intéressé que par les ducs se nourrit de l'esprit même du peuple, à travers Céleste. Pour elle qui a grandi dans la campagne, c'est un conte de fées. 8 années, jour après jour, sans en manquer un seul, cela fait beaucoup plus que les 1001 nuits. Jour après jour, l'écrivain se livre à cette femme qui a appris à l'écouter, à l'aimer, à l'admirer. Elle devient le miroir où il contemple son œuvre. Dans ses mémoires, elle revient souvent sur cette sensation que Marcel Proust testait ses pages en elle avant de les écrire. La part mondaine, celle qui apparaît dans la recherche, est le sujet de son œuvre, mais pour Céleste, il est évident que Proust trouve en elle une terre vierge, propre à faire l'expérience de sa capacité littéraire à émerveiller les âmes les plus simples. Les années de guerre passent. En 1919, Marcel Proust reçoit le prix Goncourt pour son roman « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Céleste est fière d'avoir rencontré l'écrivain au moment même où il a commencé son chef-d'œuvre. Lui-même sait que les deux destins sont intimement liés. La publication de l'ouvrage a été l'occasion d'une série d'épisodes comiques où Marcel Proust s'est trouvé bien vengé de ceux qui jusque-là le prenaient pour un dilettante. Parmi eux, il y a André Gide, l'auteur des Nourritures terrestres, et celui qui a reçu en 1912 le manuscrit du côté de chez Swann. Il l'a fait renvoyer à son auteur après s'être exclamé
Notre maison publie des œuvres sérieuses. Il est hors de question qu'elle puisse éditer une chose comme celle-ci, qui est de la littérature de dandy mondain. Les années passant, les appuis de Marcel Proust sont de plus en plus nombreux dans le monde littéraire. On prend la mesure de son talent. Lorsque Les jeunes filles en fleurs est publié, on accuse ses anciens détracteurs, dont Gide, d'avoir fait preuve de cécité intellectuelle. Céleste, qui a toujours pour fonction, entre autres, de livrer les courriers, va devoir porter un billet de Proust à Gide. Lorsqu'elle le rencontre, elle ne peut réprimer un sentiment de répulsion. Il y avait quelque chose d'assez indéfinissable que je n'aimais pas dans son aspect comme dans son visage et dans son regard, quelque chose de pas vrai, une fausse sincérité, ou plutôt une sorte de sincérité obligatoire. Revenu boulevard Haussmann, Céleste rend compte à Marcel Proust. « Ce monsieur Gide ne me plaît pas, il a l'air d'un faux moine. » Proust éclate de rire. Le trait est criant de vérité. Appuyant sa tête sur la paume de sa main, il regarde Céleste. « Ah, Céleste, comme je vous aime !» Céleste Albaret va de fait nouer avec Proust un lien qui ne trouve de comparaison nulle part dans l'histoire de la littérature. Céleste se sent tantôt la mère de l'écrivain, tantôt sa petite-fille quand il la réprimande. On parle comte, comtesse, ducs et duchesses. On parle de l'enfance, de la vie, de la mort et de Dieu. Céleste, dans ses mémoires, tente de définir l'esprit qui caractérise l'écrivain. Elle se refuse à faire de lui ce représentant de la bourgeoisie de salon que nous associons volontiers à une société de snobs plus ou moins superficielle. Non, Proust n'est rien de tout cela. Sa vocation, sa mission, c'est de rapporter la vérité de ce qu'il a vu dans ces milieux. Et plus encore, face à cette vérité qui, il le dit souvent à Céleste, est le but de son écriture, il se pose, dit-elle, en moraliste. Le mot est étonnant, mais Céleste Albaret étaye son idée. Jamais elle n'a vu son Monsieur Proust, autrement que comme un observateur tantôt amusé, tantôt outré. Proust moraliste, on peut le deviner lors de cette observation qu'il fait à Céleste après une visite d'André Gide. Voyez-vous, ma chère Céleste, à mon avis, un jour on s'apercevra qu'André Gide est l'homme qui aura fait le plus grand mal, moralement, à notre jeunesse. Si jamais Proust ne s'est posé en parangon de vertu, il n'en montre pas moins un détachement des gloires de ce monde qui est la marque sinon des ascètes, du moins des sages. Lorsque Céleste, haletante, bouscule tous les meubles pour atteindre la chambre de l'écrivain et lui annoncer qu'il a reçu le prix Goncourt, il la regarde puis d'un air détaché lance simplement « Ah !» hors de ces rares saillies dans un quotidien marqué par la répétition, la souffrance et l'ennui. Les visites des amis constituent des points de repère réguliers. Elles se font de plus en plus rares. Dès 1919, Proust est souvent hors d'état de recevoir du monde. Après la guerre, seuls ceux que Céleste appelle « la vieille garde » se présentent boulevard Haussmann pour passer de longues heures avec l'écrivain. Il y a Reynaldo Hahn, le fidèle des fidèles, l'ami de toujours. Reynaldo Hahn qui, comme Marcel Proust, s'est porté volontaire pour servir dans l'armée pendant la guerre de 14. Si Proust, du fait de son état, n'a pu gagner le front, Hahn, lui, s'est illustré par son courage. Ils aiment à se souvenir aussi de ce jour où Marcel a entrepris de monter l'escalier des tours de Notre-Dame malgré son asthme, tandis que Reynaldo, à ses côtés, lui chantait des extraits du Tannhäuser de Wagner. Ces dispositions à l'héroïsme étonnent de la part d'un homme qui, si l'on en croit Céleste Albaret, utilisait une 50aine de serviettes de bain pour chaque toilette, pour ne pas risquer d'abîmer la peau de son visage par le frottement répété d'une seule. Le glas va sonner pour l'écrivain lorsque sa tante, sans l'en avertir, décide de vendre l'immeuble du boulevard Haussmann qui appartenait jusque-là à sa famille. Après plusieurs recherches infructueuses, on se décide pour déménager dans l'immeuble occupé par la grande tragédienne Réjeanne, rivale de Sarah Bernard et amie intime de Proust. Mais la mort de l'actrice et l'humidité dégagée par les arbres qui longent ce bâtiment proche de l'avenue Foch contraignent à un nouveau départ.
L'écrivain emménage rue Hamelin, fait clouer des tapis sur les murs pour étouffer le bruit et donne une pension à la locataire du dessus pour qu'elle condamne les chambres situées au-dessus de la sienne. L'hiver venu, on allume le feu, mais la fumée le rend malade. Céleste est contrainte de ne plus utiliser la cheminée. Lorsque Marcel Proust a froid, il demande qu'on lui jette un tricot sur les épaules. Puis, toujours allongé dans son lit, le tricot ayant glissé au fil des heures, il en demande un autre, puis un autre. Pas question qu'il fasse l'effort de se redresser pour enlever ceux qui sont tombés. La rue Hamelin a été choisie comme appartement transitoire. Mystérieusement, Proust répète à Céleste régulièrement « Nous ne faisons que passer ici, Céleste. » La femme de chambre sait que son monsieur Proust est en train de vivre ses derniers mois. L'année 1920 commence rue Hamelin, nous dit Céleste, dans un froid de caveau. Proust, qui travaille à son manuscrit de La prisonnière, est pris d'un désir impérieux de faire jouer une musique qu'il considère comme le sommet de l'art, le quatuor de César Franck. À 1h du matin, le mari de Céleste, Odilon, qui est toujours le chauffeur de Proust, va chercher les musiciens. Ils entrent dans l'appartement, qui a déjà l'air d'un tombeau. On s'assied, on se prépare. Proust est étendu sur son fauteuil de repos. Il écoute, les yeux fermés. Il était tout transfiguré et illuminé de l'intérieur, comme lorsqu'il me parlait du petit pan de mur jaune dans le tableau de Vermeer. C'était avec de telles choses qu'il parvenait à nourrir en lui la flamme de la vie. Et il ne l'entretenait que pour son œuvre qui le consumait. Pendant les mois qui lui restent à vivre, Proust ne s'exprime plus que pour signifier à Céleste qu'il lui est urgent d'achever son œuvre. Il ne sort plus. Je n'ai pas le temps, Céleste. Je manque de temps. Nous avons trop parlé, j'ai perdu du temps. Combien de fois n'entend-elle pas ces mots? Un jour, il lui dit « Céleste, le temps me presse. » La jeune femme lui demande alors pourquoi. « Céleste, je vais mourir. » Puis un jour de l'année 1922, jour que Céleste, fait étonnant, est incapable de préciser, Marcel Proust l'appelle. Elle entre dans la chambre et est saisie par quelque chose d'inhabituel, d'incroyable. D'abord, l'écrivain n'a pas fait ses fumigations. Son visage lui apparaît pour la première fois dans cette radieuse pâleur qui est celle qu'on lui voit sur certains tableaux. Nouvelle surprise, Marcel Proust, sans toucher à son café, lui adresse la parole, lui qui ne disait jamais un mot avant d'avoir fini son petit déjeuner. « Bonjour Céleste. Il est arrivé une grande chose cette nuit. » Céleste, bouche bée, à peine à articuler un mot, puis apeurée, elle lance sur le ton de l'alarme « Monsieur, que s'est-il passé ?» Eh bien, ma chère Céleste, je vais vous le dire. C'est une grande nouvelle. Cette nuit, j'ai mis le mot « fin ». Puis radieux, il s'exclame « Maintenant, je peux mourir. » L'année 1922 est une longue agonie. Tout commence en avril parce que Céleste croit être une petite grippe. Mais respirer devient bientôt pour Marcel Proust une épreuve de chaque seconde. Son frère Robert, éminent médecin, tente de le soigner, en vain. L'écrivain ne réclame que la présence de Céleste. « Vous me fermerez les yeux, » lui a-t-il souvent dit. C'est elle à présent qui l'aide à poser les dernières corrections sur son livre. Elle a inventé un système de feuillets qu'elle colle en haut des pages et qu'elle rabat ensuite. Certaines corrections donneront des cheveux blancs aux éditeurs. Elles s'étalent sur des papiers qui, dépliés, peuvent atteindre jusqu'à 1,50 m. Le soir du 17 novembre, c'est l'agonie. Proust est saisi de panique. Il croit voir une grosse dame noire postée au fond de sa chambre. Céleste est épouvantée. On appelle Robert Proust et un autre médecin. Céleste se tient dans l'entrebâillement de la porte. Elle pleure. « Ah, Céleste, Céleste !» s'écrie Marcel Proust. Je suis revenu dans la chambre et je me suis tenu à côté du professeur Robert Proust.
Il n'y avait plus que nous deux. Monsieur Proust ne nous quittait pas des yeux. C'était atroce. Nous sommes restés ainsi 5 minutes, puis tout à coup le professeur s'est avancé et penché doucement sur son frère, et il lui a fermé les paupières, alors que ses yeux étaient toujours tournés vers nous. À 4h30 du matin, Marcel Proust a rendu son dernier soupir. Titubante d'épuisement et de douleur, Céleste n'a plus la force d'essuyer les larmes qui coulent sur ses joues. Elle sait déjà que jamais elle ne pourra oublier celui à qui elle a donné presque 10 ans de sa vie. Des années plus tard, Céleste, qui toujours portait au doigt une opale que Proust lui avait offerte, s'aperçoit qu'elle l'a perdue. Elle est au désespoir. Elle s'en remet au saint et bien entendu à saint Antoine, saint patron des objets perdus. Elle invite sa fille Odile à déjeuner, prépare une salade. Alors qu'Odile commence à manger, elle pousse un cri, elle a failli se casser une dent, elle crache quelque chose dans sa main. C'est l'opale que Céleste cherche depuis des semaines. Ainsi, dans les moments où elle était tentée de l'oublier, il se rappelait toujours, d'une manière ou d'une autre, à son bon souvenir. Jamais il ne m'a abandonnée. L'image que je garde de lui dans mon cœur est la plus belle de toutes et le plus beau des souvenirs. Il y est magnifique comme il le fut toujours, prince parmi les hommes et prince des esprits. C'est la fin de ce double épisode consacré à Marcel Proust et Céleste Albaret, sa femme de chambre. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Christophe Davio. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.